Le Rasenballsport Leipzig est en demi-finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Les hommes de Nagelsmann ont récité leur partition par cœur, le football leur a réservé une standing ovation, tandis que les hommes de Simeone ont peut-être péché par traditionnalisme. Comment Leipzig a puni l'Atlético? On va le voir ensemble. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. Plus jeune que Cristiano Ronaldo, plus jeune que Lionel Messi, et voici Julian Nagelsmann en demi-finale de Ligue des Champions à ses 33 ans. D'ailleurs toujours cool je trouve quand un entraîneur a des espoirs placés en lui et qui confirme ses espoirs avec des performances telles que celles d'hier. En plus, après l'Ajax la saison passée, la Roma la saison d'avant, Monaco la saison antérieure, ça fait une équipe de plus, outsider en demi-finale de Ligue des Champions. Pour commencer à analyser ce match, on va analyser un petit changement qu'a fait l'Atlético sur les premières minutes du match qui peut être anodin mais en réalité qui révèle beaucoup de la mentalité des colchoneros durant cette rencontre. Sans proposer un véritable pressing, l'Atlético de Madrid commence le match par tenter au moins de gêner un peu la relance à 3 centraux du RB Leipzig. Le problème, c'est que dans leur 4-4-2, ils sont 2 contre les 3 centraux. Du coup, Carrasco va monter un peu pour épauler Costa et Llorente. Le truc, c'est comme il doit sortir de la ligne des milieux, il est toujours un peu à contre-temps. Il n'arrive jamais vraiment à temps pour faire le pressing. Et ça handicape absolument pas le RB Leipzig. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les hommes de Simeone abandonnent cette option-là et ils vont rapidement, très rapidement même, se replier dans leur 4-4-2 traditionnel, définitoire et aussi terriblement confortable. L'Atlético de la Ligue des Champions, clairement. Mais contrairement à d'autres années, à d'autres épopées où ils pressaient au moins un tant soit peu le rival durant les premiers instants du match, là, que nenni. Il y a une séquence qui est assez impressionnante, c'est Upamecano qui a le ballon dans ses pieds, qui comme tout le match conduit le ballon, avance, gagne des mètres, et Carrasco au lieu de sortir dessus, qu'est-ce qu'il fait? Non, il recule pour repasser dans ce 4-4-2 traditionnel. Et tandis que l'Atlético faisait au final ce qu'il fait d'habitude en Europe, Leipzig lui a fait ce qu'il fait d'habitude en Europe, en Allemagne, en Coupe d'Allemagne et en matchs amicaux. Une chose extrêmement intéressante côté allemand et très courageuse de la part de Nagelsmann, c'est ses changements de dispositif entre les moments sans ballon et avec ballon. Ça, il y a beaucoup d'entraîneurs qui le font, parmi lesquels se trouve pas Simeone, mais la façon dont Nagelsmann l'a fait, c'était extrêmement différent de ce qu'on voit d'habitude. Avec ballon, ils étaient dans une espèce de 3-5-1-1, 3-4-2-1, pas forcément toujours facile à définir. Sans ballon, ça passait dans un 4-2-3-1 et on y reviendra par la suite. Ça a eu des conséquences extrêmement précises. Avec ballon, on a vu Upamecano prendre les risques habituels, avoir la force de caractère habituelle. Il a osé énormément de choses, vous voyez sur ce graphique les passes qu'il a tentées, des passes à toutes les hauteurs du terrain, à toutes les longueurs différentes, et Upamecano il a vraiment perforé à lui seul le bloc de l'Atlético avec ses remontées de balles. Rien que ses prises de balles, ça faisait déjà reculer les hommes de Simeone. Et puis ensuite, le RB Leipzig a fait son match d'équipe de rugby traditionnel. Je dis ça parce que il faut monter leurs joueurs et là tout d'un coup, tu as des joueurs qui apparaissent de tous les côtés. Les défenseurs s'incorporent, l'équipe est extrêmement haute, tu as toujours des hommes qui arrivent depuis derrière et ça fait qu'il y a toujours des solutions de passe à disposition. Plusieurs fois dans le match, à différents moments en plus, c'est pas un moment particulier, non, à différents moments du match, on voit l'entier de l'équipe allemande dans le camp de l'Atlético. Et ça, c'était très révélateur des intentions de Nagelsmann et de la façon dont joue ce Rasenballsport Leipzig en général. Avoir énormément de monde en camp adverse, incorporer des joueurs lancés, avoir toujours au final des lignes de passe ouvertes et puis attaquer le dos des latéraux et les côtés du 4-4-2 de Simeone. Angelino contre Trippier et Coquet. De l'autre côté, c'était qui que se trouvait dans cette zone, parce que ça a beaucoup changé, mais contre Carrasco et Renan Lodi. La paire Carrasco-Lodi, pour moi, elle a un rôle capital dans ce match. Pourquoi? L'Atlético, il est retranché dans son camp et il n'arrive pas à repartir court. Il manque Thomas Partey qui au final aura vraiment fait, dans l'absence aura vraiment fait défaut aux hommes de Simeone. Il n'était pas apte. L'Atlético a aucun moyen de ressortir, il n'arrive pas à trouver ses premiers passeurs. En plus, le fait que Coquet soit sur un côté, ça j'ai réfléchi, mais j'arrive pas exactement à comprendre pourquoi il a été aligné côté droit. Le fait que Coquet soit sur un côté, ça fait que tu perds un de tes premiers passeurs essentiels.
Et en plus, sur les rares phases où l'Atlético n'était pas pressé, ils n'avaient personne entre les lignes et vraiment ils cherchaient à ralentir le rythme le plus possible, à casser vraiment le rythme adverse au point de quand ils avaient le ballon, pas faire grand chose, vraiment une approche typique de Simeone, encore une fois, où on espère qu'il va se passer le moins de choses possible dans le match. Si tu n'arrives pas à ressortir au sol avec tes premiers passeurs, l'autre option, c'est de jouer long pour aller trouver Diego Costa. Non, ça c'était pas possible parce que Costa il s'est fait dévorer tout cru par un Upamecano qui a peut-être sorti, on va pas trop s'avancer, mais peut-être sorti la meilleure performance de sa carrière. Il n'y a pas eu photo entre le défenseur central français de 21 ans et l'attaquant hispano-brésilien de 31 ans. Physiquement, c'était absolument incroyable ce qu'il lui a fait. Et d'ailleurs, au passage, mais pour un Upamecano qui est un central très prompt à commettre des erreurs, hier il a été absolument parfait. Je pense que le type de joueur qu'est Diego Costa et la forme, la non-forme dans laquelle Diego Costa a en plus joué en faveur d'Upamecano. Du coup, on ne peut pas ressortir au sol, on ne peut pas ressortir long. Comment est-ce qu'on fait pour ressortir? On s'appuie sur les inspirations de Yannick Carrasco. Sous Simeone, Carrasco, il a eu deux caractéristiques. La première, c'est d'en faire souvent un peu trop, mais la deuxième, avec beaucoup plus de valeur ajoutée, souvent à lui seul, avec son jeu, avec ses prises de balles et ses prises de risque, sortir l'Atlético de son propre camp et parfois même sortir l'Atlético de temps faible. En plus de sa performance, Carrasco, il profite de la difficulté des hommes de Nagelsmann de passer d'un système à l'autre en fonction des moments avec ballon et sans. Quand il passait du moment avec ballon au moment sans ballon, Konrad Laimer, il devait passer de sa position au milieu vers sa position sur le côté, du coup fermer vraiment le côté pour Carrasco, mais le temps qu'il est coulissé, Carrasco lui il avait déjà pris un peu d'avance et en plus il y a Renan Lundí qui s'ajoutait à l'équation, les hommes de Simeone pouvaient progresser sur leur côté. À partir du moment où Nagelsmann ferme la porte, où il repositionne un peu ses joueurs de façon à ce que Laimer n'ait plus à faire les allers-retours et arrive plus en retard chaque fois à l'heure de fermer le côté, ça va être beaucoup plus compliqué pour l'Atlético de progresser. Et là où Nagelsmann est extrêmement fort, c'est que c'est vrai que Carrasco lui a fait mal, mais lui aussi a fait mal à Carrasco. Tour à tour, Kevin Campbell, Marcel Sabitzer, Youssouf Poulsen et Konrad Laimer vont aller explorer cette zone-là et tenter de faire mal au duo Lodi-Carrasco. Lodi, il a passé une bonne partie du match d'ailleurs à communiquer avec Carrasco, à tenter de l'aider et corriger les placements défensifs du joueur belge, un joueur qui n'a pas du tout une aversion pour les tâches défensives, mais qui dans ce domaine-là n'a pas le talent d'autres offensifs tels que Correa par exemple. Le but d'ailleurs, il vient comme ça, Lodi est pris dans son dos, comme il a été pris dans son dos à d'autres moments du match, je crois que c'est Laimer qui profite de cet espace-là et de l'absence de Carrasco qui sûrement devait être fixé par un autre joueur à l'intérieur, centre, tête de Dani Olmo. Alors avant que le but arrive vers la 50e minute, l'Atlético, il a ni le contrôle du ballon, ce qui n'est pas du tout un problème parce qu'il a choisi d'abandonner le contrôle du ballon et même de ne pas conserver le ballon du tout. Plus gros problème, il n'a pas non plus le contrôle du match. Des fois, l'Atlético, il n'a pas le ballon, mais il contrôle le match. Il est confortable. Là, il est confortable sans avoir le contrôle. Confortable parce que Jan Oblak n'a pas dû sortir grand miracle. Le problème, et ça on va le voir plus tard, c'est que c'est 45 minutes au final qui sont un peu jetées à la poubelle. L'Atlético concède le 1-0, Simeone doit absolument réagir, il fait rentrer prestement João Félix. Il le fait rentrer sur un côté, et je disais que sur Twitter, selon moi, ça avait été assez brillant de sa part, plutôt que de le faire rentrer dans un poste de numéro 10 au cœur du jeu. Pourquoi? Parce que sur le côté, il avait plus de temps et d'espace pour recevoir, beaucoup plus de temps que s'il avait été plus haut et au cœur du jeu. Et une fois que ces réceptions confortables sont assurées, là il pouvait rentrer à l'intérieur du terrain et faire que les défenseurs de Leipzig, au lieu de penser à défendre en avançant, ils devaient regarder vers leur but, courir vers leur but. Vous voyez s'afficher sous vos yeux les innombrables séquences où João Félix a clairement perforé le bloc adverse. Bien joué de l'avoir fait rentrer sur un côté, mais vous me direz peut-être très mal joué de s'en être passé dès le début du match à partir du moment où c'est ton meilleur joueur, le joueur qui à chaque fois qu'il rentre en plus change les choses. Là, je crois bien qu'il y a deux lectures qui s'affrontent. La première, elle consiste à dire qu'en effet, Simeone s'est trompé, il ne devait pas se passer de son meilleur élément et en plus, à chaque fois que João Félix rentre et change les matchs, il faut miser sur lui dès le coup d'envoi. Lecture numéro 2, Simeone a bien fait parce qu'il a conçu le match en plusieurs moments. Une première partie de 45, 50, 55 minutes où il fallait être plus attentiste, plus réactif et une deuxième partie où il s'agissait de prendre un peu plus les choses en main. Pour la première partie, c'était plus intéressant d'avoir Diego Costa et Marcos Llorente parce que Llorente avec ses courses, sans avoir besoin d'accumuler trop de ballons, il peut créer du danger. Et puis, deuxième partie,
profiter du fait qu'à chaque fois que Joao Félix sort de banc, il est bon. Du coup, on va miser vraiment sur ce joueur qui sort de banc, le seul joueur véritablement capable de changer quelque chose, et miser sur cette deuxième approche en deuxième partie de match. En plus de l'entrée du Portugais, Koké passe du côté droit à l'intérieur du jeu. Llorente, lui, retrouve un côté et les deux hommes ont pu bien mieux s'exprimer qu'ils ne l'avaient fait à leur poste antérieur. Koké à l'intérieur, l'Atlético retrouve le contrôle du jeu un tant soit peu, jusqu'à ce but qui provient d'une passe lumineuse, brillante, inspirée de Marcel, Modric, Sabitzer. Angelino prend l'espace dans le dos de Trippier. Encore une fois, c'était le plan de Nagelsmann d'attaquer l'espace dans le dos des latéraux adverses. Ça a fonctionné. Le deuxième but arrive et Leipzig file tout droit vers la qualification. Dans cette dernière partie de la vidéo, j'aimerais passer un peu de temps sur les deux approches des entraîneurs, deux approches antagonistes qui plus est. Je crois humblement que l'erreur de Simeone, c'est d'avoir proposé un match comme si il y avait 180 minutes à disposition. Quand il y a 180 minutes à disposition sur une éliminatoire aller-retour, l'Atlético peut se permettre de ne pas chercher à produire grand-chose parce qu'ils savent que sur tant de temps, ils auront au moins un temps fort qui va leur permettre de marquer le but, de renverser la situation ou de recoller au score. Et là, encore une fois, il y a 45 minutes pour moi, la première mi-temps, qui sont jetées à la poubelle. L'Atlético, sans changer drastiquement d'approche, aurait pu faire un peu plus et aurait pu au moins s'octroyer le droit de faire une erreur en seconde mi-temps. Là, en seconde mi-temps, ils font une erreur et tout d'un coup, il faut changer beaucoup de choses, il faut changer l'approche. On est contre les cordes, vraiment. Bref, la marge pour corriger ces erreurs, elle est vraiment très très faible. Oui, Simeone a appliqué le plan d'habitude, le plan même qui lui a permis de sortir Liverpool, mais j'insiste vraiment, c'est pas la même chose de jouer sa qualification sur 90 minutes que sur 180 minutes. Et enfin, l'excellente approche de Nagelsmann. Il y a une personne qui a dit que le Rasenballsport Leipzig, c'est une équipe pleine de fraîcheur, d'enthousiasme et de vitalité. Devinez qui c'est qui a dit ça? Diego Pablo Simeone, battu par son rival et qui le loue. Nagelsmann, il n'est pas du tout dans une approche qui consisterait à dire la Ligue des Champions est une compétition qui joue sur les erreurs, on va prendre le moins de risques possible, on va chercher à minimiser nos erreurs. Il n'est pas du tout dans cette approche-là, tout simplement parce que je crois qu'il ne peut pas se le permettre. Ces joueurs commettent des erreurs. Upamecano, hier, il y a tout qui fonctionne bien pour lui, mais c'est un joueur qui est assez prompt à commettre des erreurs. Et puis même, encore hier, les joueurs de Leipzig commettent un penalty. Il y a une autre séquence où Goulaché va toucher Saúl Ñíguez dans un geste très maladroit, mais tu ne peux pas toucher comme ça un attaquant dans ta propre surface. Bref, cette idée de ne pas commettre des erreurs, on oublie. Pour remédier à ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend des risques, avec l'intime conviction que ces risques seront payants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à regarder cette analyse que regarder le match d'hier. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, ça m'aide beaucoup, ça me donne beaucoup d'énergie et de force ces jours où les heures de sommeil se font assez rares. Le matin et moi, on n'est pas du tout copains, je déteste les matins. Du coup, les commentaires positifs, le pouce bleu, ça m'aide à me réconcilier un peu avec les matins. Nous, on se retrouve demain, si tout va bien, pour une analyse d'un match dont je me réjouis énormément, Bayern-Barça, et en commentaire de cette vidéo, j'ai mis les 4-5 clés de ce match-là. D'ici là, passez une très très bonne journée et nous on se retrouve demain. Allez, à toutes!